Bienvenue à toutes et tous à la première session du Combit Afrofem, qui est une initiative du collectif Afroféminisme Moissy et qui s'inscrit dans une volonté de production et de formation théorique nécessaire à la construction de notre mouvement politique. Cette initiative, elle est dans la continuité de l'Afrofem Tour qui a été commencé l'année dernière par le collectif et qui est un programme d'ateliers, de formation, de débats et de rencontres avec des collectifs afroféministes et afro-locaux. Et le but, c'était vraiment de créer des liens et des ponts des luttes afroféministes et afro dans le contexte européen. Et pour revenir donc au Combit Afrofem, c'est une université digitale populaire composée de 10 modules qui se dérouleront tous les mercredis à compter de ce soir et jusqu'au 4 novembre. Et à chaque module, une intervenante et un thème de réflexion vont être proposés et afin d'apprendre, de comprendre et de questionner ensemble. Et vraiment aussi afin d'acquérir des outils d'analyse et de compréhension pour les luttes contre la suprématie blanche, l'hétéropatriarcat et le capitalisme. Et à la fin de chaque intervention, vous pourrez utiliser le chat pour poser vos questions. Et donc ce soir, on accueille Jade Almeida, originaire de Guadeloupe. Elle a obtenu son diplôme de master en histoire culturelle du contemporain à la Sorbonne. Elle est actuellement candidate au doctorat de sociologie à l'Université de Montréal sous la direction de Sirma Bilge. Sa thèse s'intitule « Les femmes noires qui aiment les femmes, résistance au rapport de pouvoir enchevêtré ». C'est bon? J'ai bien dit le... Ouais. Elle est intervenue tous les jeudis sur la web radio Néo-Québec de 2017 à 2019 et travaille en ce moment en tant que chargée de projet au Conseil québécois LGBT. Son intervention de ce soir porte sur les grandes théories de la pensée féministe noire. Donc, je te laisse la parole, Jade. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde et merci encore à Moissy pour l'invitation. Donc, comme on vous l'a dit, moi c'est Jade. Je suis en effet étudiante à l'Université de Montréal. Je réalise ma thèse depuis ce qui me paraît 50 ans sur les femmes noires qui aiment les femmes. Donc, le titre pompeux, c'est Résistance au rapport de pouvoir enchevêtré. Mais en gros, ce qui m'intéresse, c'est comment des personnes qui s'identifient comme femmes noires, queer, lesbiennes, naviguent au quotidien une société qui est pas du tout faite pour elles. Donc, en gros, les stratégies de résistance qu'elles développent au quotidien. Je suis moi-même donc femme noire, cisgenre, queer, en couple avec une femme noire, je viens de Guadeloupe. Donc, je suis en situation de migration à Montréal. On s'entend quand même avec un passeport français. Donc, le passeport français, c'est quand même c'est un passeport très puissant. Hein. En termes internationaux, c'est quasiment une clé qui permet de voyager dans le monde entier sans être embêté par les visas. Donc, quand je parle de mon statut d'immigration, je tiens quand même à mettre en avant que j'ai un passeport français et que c'est un miroir sur les rapports de pouvoir, de visa, de passeport. En gros, les pays qui ont colonisé le monde entier ont le droit de voyager dans le monde entier. C'est un peu l'idée. On ferme la parenthèse. Mais du coup, du fait de mon vécu et de mon travail de doctorat, j'utilise beaucoup mon corpus est majoritairement composé de femmes noires et entre autres femmes noires, lesbiennes, queer. Pas que, malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez de corpus pour ça, mais c'est beaucoup de mes références. Voilà pourquoi j'ai accepté lorsque Fania m'a invité à donner cette présentation sur la pensée féministe noire. Alors, j'ai accepté de donner cette présentation, mais il faut vraiment comprendre que le sujet est très, très large. Et c'est non seulement un sujet très, très large, mais c'est un sujet très, très riche, très complexe du fait de sa richesse. En gros, les grandes théories de la pensée féministe noire, ça pourrait être un cours entier d'1 an à l'université. Donc, on va essayer de faire ça en 2 heures. Ça va être rapide et compliqué, mais on va tenter de le faire. Mais c'est très, très riche et c'est très complexe. Et malgré le fait que ce soit très, très riche et très complexe, c'est malheureusement, je trouve, un sujet qui est souvent réduit et qui est réduit, on va dire, à 3 choses. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Lorsque on parle vraiment de la pensée féministe noire, souvent, ce que je trouve, c'est qu'on les réduit. Alors, soit on réduit aux États-Unis, donc ça va être la pensée féministe noire, c'est le black feminism, c'est les années 60,
à nos jours et le Black Feminism a fini par s'étendre dans le monde entier. Donc, c'est vraiment juste ça. Donc, ça, c'est très réducteur. Et souvent, c'est utilisé comme une critique. Donc, c'est-à-dire qu'on va prétendre, lorsqu'il y a des manifestations, des organisations, des actions qui se déroulent dans d'autres contextes nationaux que les États-Unis, on va prétendre que c'est juste le Black Feminism qu'on essaye d'importer dans un autre contexte alors que ça n'a pas rapport. Donc, on va délégitimer ce qui est fait en dehors des États-Unis comme étant juste une copie, en gros, des Noirs qui s'amusent à vouloir se faire croire Noirs américains. Donc, c'est non seulement une critique, mais c'est aussi utilisé pour délégitimer. Je pense que Moissy a reçu énormément cette critique chaque fois qu'il y a eu des actions comme quoi elle tentait de copier ou de faire importer des concepts états-uniens. C'est également souvent réduit la pensée féministe noire à la critique. Donc, c'est-à-dire, on va considérer que c'est juste un mouvement de critique du féminisme blanc ou est un mouvement de critique du mouvement de lutte des droits civiques. Donc, j'ai même déjà entendu un mouvement de critique envers les hommes noirs. Donc, c'est souvent aussi très réducteur parce que c'est une manière, encore une fois, de considérer qu'on ne crée pas, on ne produit pas de manière autonome, on est juste dans la réaction. Et le fait de prétendre cela, c'est remettre encore au centre de la discussion, finalement, le féminisme noir et le mouvement des droits des luttes civiques en disant, en fait, ces mouvements-là créent et puis les femmes noires sont juste là pour critiquer. Et en gros, on voit venir le gros stéréotype de l'angry black woman, finalement. Donc, la femme noire toujours en colère, qui a toujours besoin de critiquer ce qui est fait pour ou pas pour elle. Donc, ça aussi, c'est une deuxième réduction assez importante que je vais aborder, j'espère, avant la fin de cette présentation. Et la troisième, que je trouve très récente, mais qui est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup ces derniers temps, c'est de prétendre que la pensée féministe noire, c'est juste l'intersectionnalité. Donc, en gros, il y a eu un seul concept, c'est l'intersectionnalité, qui est certes très, très important. On est obligé d'en parler, on va en parler, mais qui, en gros, est la seule chose qu'a apporté la pensée féministe noire. Donc, pour moi, c'est vraiment un sujet très, très large et très, très riche, mais qui, au final, est constamment réduit à ces trois domaines. Et dans la réduction, est utilisé pour être critiqué ou délégitimer l'histoire très riche de cette théorie. Donc, en gros, de quoi on parle? Hop, je vais juste vous partager mon écran. Dites-moi si vous ne voyez pas le... Si jamais, à cause de mon partage d'écran, vous perdez des vidéos, notamment la vidéo d'Eve qui est l'interprète, vous pouvez passer dessus sur les trois petits points et épingler sa vidéo. Donc, je précise pour les personnes qui sont présentes. Et donc, du coup, la pensée féministe noire, c'est très, très large parce que c'est un peu un terme quand même parapluie et il y a énormément de courants à l'intérieur. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a le Black Feminism, mais on peut aussi parler, bien sûr, de l'afroféminisme, il y a l'afropéanisme, il y a l'African Feminism, il y a le womanism. Donc, il y a énormément de courants qui peuvent rentrer sous ce terme parapluie qui est le terme pensée féministe noire. C'est un énorme parapluie, mais qui, en gros, il faut vraiment garder en tête que le point commun, finalement, de tous ces courants, et le point commun à ce parapluie, c'est qu'on va placer les vécus et les expériences des femmes noires au centre. C'est vraiment le point commun, la base de la base, le socle de socle, le point de départ du point de départ. Je vais m'arrêter là. Mais en gros, c'est vraiment l'élément le plus important à ces courants. C'est l'idée qu'on utilise les vécus, les expériences et les discriminations spécifiques aux femmes noires en reconnaissant que ce sont des vécus spécifiques et on va les placer au centre. Donc, on va partir de ces vécus-là pour mettre en place des actions, pour théoriser, conceptualiser, pour produire et ensuite aller vers l'universel. Donc, partir de la marge qui devient donc le centre pour pouvoir étendre ces théories et ces concepts. Et en soi, ça peut paraître extrêmement banal, comme ouvrir une porte ouverte. C'est ça qu'on dit? Ouvrir une porte ouverte? En tout cas, ça peut paraître extrêmement banal, mais en soi, c'est radical. C'est révolutionnaire, l'idée de placer les vécus des femmes noires au centre. C'est en soi révolutionnaire parce que ce sont typiquement les populations qui sont constamment aux marges de tous les mouvements, qui ne sont pas pris en compte,
qui sont marginalisés ou qui sont considérés comme l'afterthought. Donc, on y pense après, à la fin. Donc, en soi, partir de ces individus qui ne sont jamais au centre et revendiquer leur droit d'être au centre des discours, des théories, des actions, des politiques, c'est en soi révolutionnaire. C'est un tournant très important. Donc, vraiment remettre en avant l'importance de cette vision-là. Autre chose qui est très importante, à part ce point commun, c'est que vécu expérience de discrimination des femmes noires, ça va être dans la théorie de la pensée féministe noire, c'est que c'est à la fois des théories, concepts d'analyse, donc qui aident à comprendre comment fonctionne la société, mais ce sont aussi des outils pratiques. Et ça, c'est vraiment très important lorsqu'on parle de la pensée féministe noire, c'est que ça vise à comprendre les rapports de pouvoir afin de les détruire. Donc, c'est à la fois d'une théorie et un outil d'action. Et pourquoi c'est particulièrement important et pourquoi là encore c'est révolutionnaire? Parce que ça s'oppose entièrement à cette idée de production de savoir qui serait dans une espèce de tour d'ivoire et complètement déconnectée du terrain, complètement déconnectée de l'action et qui n'a pas de compte à rendre en fait à la société ni au terrain. Et en gros, on a ces personnes, on a ces femmes noires qui produisent des concepts qui appellent à l'action. Et c'est révolutionnaire en soi parce que ce sont des femmes noires qui revendiquent le fait que leur position au sein de ces sociétés ne leur permettent pas d'avoir le pouvoir, d'avoir le fait d'être à l'aise avec leur... Une fois que vous avez commencé à analyser leur situation de vie, nos situations de vie, vous ne pouvez pas être d'accord avec le statu quo. En gros, vous êtes obligé d'analyser pour détruire. C'est vraiment très important cette action-là parce que ça va à l'encontre de la manière dont l'Occident a mis en place sa production, considère la production de savoir et considère tout ce qui est théorisation. Donc, comme je l'ai dit, est-ce que ça vous... Oui. C'est pas une vidéo, hein. Il y a un gros triangle, mais c'est pas du tout une vidéo, c'est une capture écran. Comme je l'ai dit, on parle beaucoup de l'intersectionnalité ces derniers temps. Donc, je me suis dit que ça allait être notre porte d'entrée pour la présentation parce que l'intersectionnalité a une très forte importance en tant que concept. Malheureusement, avec le fait qu'il ait été aussi popularisé, il a été également dépolitisé. Mais en gros, je ne pense pas qu'il aurait pu être autant popularisé s'il n'avait pas été dépolitisé. On s'entend, ce n'est pas ce qu'ils ont fait en sorte d'écrémer le côté politique et radical du concept que du coup, c'est devenu à ce point aussi populaire et qu'aujourd'hui, on utilise vraiment ça comme une espèce de synonyme au terme diversité. Donc, comme ça fait quand même beaucoup de... Voilà. Je retourne en plein écran parce que sinon ça fait peut-être trop d'images en même temps. Mais du coup, l'intersectionnalité est devenue très populaire, a été malheureusement dépolitisée dans son développement et a pris un peu toute la place lorsqu'on parle de concepts et de théories du féminisme noir. Donc je me suis dit que ce serait une bonne porte d'entrée parce que ça nous permet de voir la base, ce qui est considéré comme la base actuellement, et puis de creuser. Donc déjà de remettre un petit peu les points sur les i de quoi on parle lorsqu'on parle d'intersectionnalité, c'est comment il a été conceptualisé dans les années 90 plutôt que la manière dont on le présente actuellement. Et ensuite, aller beaucoup plus loin dans qu'est-ce qui finalement reste dans l'ombre de ce gros concept et sortir également des États-Unis. Mais donc, pour commencer avec l'intersectionnalité. L'intersectionnalité est présentée actuellement comme ayant été inventée par Kimberlé Crenshaw. Kimberlé Crenshaw, c'est la dame que j'ai montrée dans mon PowerPoint. Donc, Kimberlé Crenshaw est considérée comme ayant inventé l'intersectionnalité. Malheureusement, c'est faux, dans le sens où Kimberlé Crenshaw a affiné, elle a donné une richesse au concept, elle l'a théorisé et elle a popularisé le terme intersectionnalité, mais elle ne l'a pas inventé. Et je tiens à ouvrir une petite parenthèse là-dessus parce que, avec tout le respect que j'ai pour le travail de Kimberlé Crenshaw, c'est une juriste, hein, c'est une académicienne, c'est une professeure de droit, donc c'est une activiste aussi, mais elle est très bien installée dans le milieu académique. Et il y a cet habitus du milieu académique de ponctionner des concepts dans le milieu qui viennent du milieu militant, qui viennent du milieu grassroots, qui viennent de la rue,
de le reformater avec un très beau langage, de l'affiner, etc., pour le présenter de manière recevable dans l'académie, et ensuite de réinventer la mythologie autour du concept, qui tout d'un coup devient un concept qui est né dans le milieu académique. Donc, je ne dis pas que Kimberlé Crenshaw s'est présentée comme l'inventrice de l'intersectionnalité, mais le milieu académique a cette fameuse tendance à considérer que la première académicienne ou le premier académicien qui parle d'un concept est la personne qui l'a inventé, et donc a complètement effacé et invisibiliser tout le travail des militants, militantes, activistes derrière ce concept. Hein. Souvent un concept qui circule dans le milieu depuis des dizaines d'années. Donc, les idées forces de l'intersectionnalité existaient bien avant que Kimberlé Crenshaw rédige à ce sujet. Mais du coup, je tenais à mettre l'accent, c'est pas juste Kimberlé Crenshaw, c'est vraiment la tendance de l'académie de faire ça. Et c'est quelque chose qui me frustre énormément et que je suis constamment en train de pointer du doigt. Donc, il y a cette espèce de réinvention de la mythologie autour de l'intersectionnalité où on va présenter Kimberlé Crenshaw comme son inventrice. Non, elle l'a affiné, elle l'a popularisé, elle a fait en sorte que l'académie le découvre, mais c'est très colonial hein, comme approche. L'université fonctionne de manière très coloniale, avec cette idée qu'on a inventé un concept et ce concept est à moi et il faut me citer tout ce concept-là. C'est de la colonisation du savoir. Je ferme la parenthèse, sinon je vais aller très très loin. C'est vraiment un sujet très important qui mériterait une conférence tout entière. Donc, du coup, Kimberlé Crenshaw a popularisé le terme. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1989, elle a écrit un article qui s'appelle Mapping the Margins, qui a été traduit en français par Cartographie des marges. Cartographie des marges, donc traduit en 2005. Autre parenthèse, comme je l'ai dit, elle a écrit l'article en 89. Ça a été traduit en français en 2005. Le temps de traduction pour énormément de théories et de concepts dans la pensée féministe noire est particulièrement important pour comprendre les barrières de diffusion de ces concepts. Parce que la francophonie, notamment la francophonie dans le milieu académique, est très anti-concepts qui viennent de l'extérieur, notamment tous les concepts anglo-saxons, américains et tout ce qui touche à la race. Ce qui fait que des concepts qui circulent dans des textes écrits par des théoriciens, théoriciennes du Sud depuis les années parfois 50, 60, 80, qui circulent librement dans le milieu anglo-saxon, vont parfois mettre 20, 30, 40 ans à être traduits en français et donc à être disponibles. Ce qui crée en soi une barrière à la diffusion de ces savoirs, tout comme on peut parler de la barrière à la rédaction. Donc, qui a le droit d'être publié, qui a le droit de parler, qui va être considéré comme méritant d'être publié, tout ça, ce sont des rapports de pouvoir très importants. D'ailleurs, en parlant de publication et de ce temps par rapport à la traduction, j'étais obligée de vous montrer des textes qui sont considérés comme des textes de base par rapport au Black Feminism, mais aussi par rapport à la participation des Chicanas et des femmes latinex à la production autour de tout ce qui est considéré comme la pensée féministe noire. Donc, par exemple, la pensée féministe noire de Patricia Hill Collins, qui est un peu un classique de chez les classiques, a été écrit en 1990, a été traduit en français en 2016. D'accord? Donc, le temps de traduction est énorme. Sister Outsider, de la base, Audre Lorde, qui a été écrit, enfin, c'est des essais qu'elle a écrits entre les années 70 et 80, d'accord? Ça a été traduit en français en 2003. Et ne me citez pas là-dessus, mais il me semble que ça n'a jamais été réédité. Vous avez aussi De la marche au centre, qui a été écrit en 1984, qui a été traduit qu'en 2017. D'ailleurs, c'est celui-ci qui a une introduction de Amandine Gay. Et je vous ai mis aussi This Bridge Called My Back,
Tout simplement parce que ça n'a jamais été traduit, alors que c'est vraiment, là encore, une base de la base dans la pensée féministe noire, très important en termes de solidarité entre les féminismes et féministes dites du Sud. On y trouve des textes très importants, notamment de Gloria Anzaldúa. Ça n'a jamais été traduit. Il y a certains textes qui sont disponibles en français dans certaines revues, mais le recueil en lui-même n'a jamais été traduit en français. Par contre, ça a déjà été tourné en fait dans certains réseaux alternatifs. Donc, je me rappelle par exemple quand Tumblr n'avait pas encore été racheté par Yahoo, donc quand Tumblr était encore Tumblr, magnifique Tumblr, RIP, mais il y avait des traductions qui tournaient sur Tumblr. Vous pouviez trouver This Bridge Call My Back. Certains étaient traduits par des bénévoles qui tournaient au sein des réseaux. Donc, il y a quand même des réseaux de diffusion en dehors de l'académie qui fonctionnent. Donc, ça, je fermeture de la parenthèse, mais je pense que si vous vous intéressez à la pensée féministe noire, prendre en compte les rapports de pouvoir sous-entendus par la traduction et même le fait de produire est très important en fait pour comprendre le type de barrière que subit la pensée féministe noire et également le type de marginalisation de ces savoirs. Une fois qu'on s'est intéressé donc à la traduction, pour revenir à l'intersectionnalité, cette longue barrière, enfin cette longue barrière, cette longue digression pour parler de l'intersectionnalité, en gros, Kimberlé Crenshaw, comme je l'ai dit, elle écrit un article en 1989, traduit en 2003, et dans son article, en fait, elle s'intéresse à un procès. Elle s'intéresse à un procès où une jeune femme noire porte plainte pour discrimination à l'embauche, d'accord? Et le juge va regarder sa plainte, va voir l'entreprise où elle a postulé, va voir qu'il y a des noirs, va voir qu'il y a des femmes, et va classer l'affaire. Va dire, il n'y a pas de discrimination. La preuve, il y a des noirs, il y a des femmes. Et Kimberlé Crenshaw va prendre ce procès et dire non, en fait, le juge n'a pas pris en compte que la plaignante est une femme noire. Parce que s'il avait pris en compte que c'était une femme noire qui portait plainte, il aurait compris qu'il y a en effet discrimination à l'embauche. Pourquoi? Parce que certes, il y a des noirs, mais c'est tous des ouvriers et c'est tous des hommes. Il n'y a pas de femmes parmi les ouvriers. Et certes, il y a des femmes, mais elles sont toutes blanches et elles sont toutes secrétaires. Parce que, bien sûr, c'est la première personne que vous voyez quand vous entrez dans l'entreprise. Donc, c'est une certaine personne que l'on met comme secrétaire de l'entreprise. Et elle dit, en tant que femme noire, il y a discrimination à l'embauche parce qu'il n'y a pas d'emploi où vous auriez pu être placé. Et elle va utiliser en fait ce cas-là pour expliquer comment fonctionne la loi et à partir de la loi, comment fonctionne la société. Parce que Kimberlé Crenshaw va dire, en gros, lorsque vous portez plainte, vous êtes obligé de choisir, soit vous êtes discriminé pour racisme, soit vous êtes discriminé pour sexisme. Vous ne pouvez pas porter plainte pour les deux. Pourquoi? Parce que, paradoxalement, non, mais de manière très cynique, la loi considère que si vous pouviez porter plainte pour les deux, vous auriez techniquement un avantage parce que vous pourriez demander de l'argent pour le racisme et de l'argent pour le sexisme. Et donc, elle dit, la loi ne prend pas en compte que des personnes puissent être à l'intersection de ces rapports de pouvoir. Et Kimberlé Crenshaw va utiliser ça pour dire, mais en fait, la loi est le reflet de notre société. Parce qu'en tant que société, la manière dont on comprend les inégalités sociales, on les comprend par catégories. Il y a racisme, il y a sexisme, il y a capacitisme, il y a les rapports de classe. Donc, il y a des catégories bien fixes. Et même au niveau de notre langage, on a un terme pour désigner racisme. Elle écrit dans les années 90, d'accord? Donc, on n'a pas encore le terme misogynie noire. Mais elle dit, même dans notre langage, on a un terme pour parler racisme, on a un terme pour parler sexisme, on n'a pas de terme pour parler de discrimination spécifique aux femmes noires. Et si vous vous intéressez un tant soit peu aux études des linguistes, vous savez que s'il n'y a pas de terme, c'est qu'on considère que cette réalité n'existe pas. Je vais très rapidement, c'est bien plus complexe que ça, mais en gros, l'idée, c'est que normalement, s'il y a besoin de nommer quelque chose, s'il y a quelque chose qui existe, on a besoin de le nommer, il va y avoir un terme. C'est comme ça que la langue se développe. Et en gros, le fait qu'il n'y ait pas de terme pour parler de ces discriminations-là, du moins dans les années 80-90, prouve qu'on ne reconnaît même pas la réalité de la spécificité des vécus des femmes noires. Et donc, Kimberlé Crenshaw va dire, en gros,
on a une manière de comprendre les rapports de pouvoir qui est fausse, parce qu'on les comprend par catégorie, donc quelque chose de fixe et de rigide, alors qu'il faut les comprendre comme quelque chose de fluide, quelque chose de mouvant, quelque chose, les rapports de pouvoir se croisent, s'interrelient, se renforcent, et lorsqu'ils se croisent, ils créent des situations de discrimination complètement inédites. Et parce qu'on n'est pas capable de comprendre ces rapports de pouvoir de manière fluide et donc qui sont capables de s'adapter même, donc de réagir et de se maintenir face à nos tentatives de les détruire, on n'est pas capable de mettre en place des plans d'attaque qui soient véritablement pertinents dans le sens holistique. D'accord? Donc, il va prendre en compte toute la complexité de ces rapports de pouvoir. Là où il y a eu, malheureusement, donc ce développement de dépolitisation de l'intersectionnalité, c'est que Kimberlé Crenshaw, lorsqu'elle parle de l'intersectionnalité, oui, elle va parler des identités, mais elle ne dit pas l'intersectionnalité permet de voir les identités comme une espèce de millefeuille, en fait, des oppressions. L'intersectionnalité, c'est une manière de voir les rapports de pouvoir. Elle dit on parle des identités pour avoir une analyse poussée des rapports de pouvoir. Donc, en fait, en gros, lorsqu'on s'est mis à utiliser intersectionnalité comme synonyme de diversité, on a tourné le regard, au lieu de regarder les rapports de pouvoir, on s'est mis à regarder les identités, ce qui n'est pas du tout ce qui est prévu par le concept. Le concept, c'est on part des identités pour regarder les rapports de pouvoir, regarder comment ils sont beaucoup plus complexes et riches dans le sens rapide et mouvant et fluide que la manière dont on les considère en tant que société. Et on doit les analyser de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus fine. Et une des deuxièmes choses qui a été complètement écrémée de développement autour de l'intersectionnalité, c'est que on s'est mis on a éliminé le fait qu'il y a que Kimberlé Crenshaw va faire un appel à l'action. Donc, c'est-à-dire, vous devez faire une analyse fluide. Je suis navrée, il y a beaucoup de personnes qui écrivent pour dire que vous ne voyez plus l'interprète. En fait, vous devez passer sur la vidéo de l'interprète. Il y a 3 petits points et épingler la vidéo. Donc, je ne sais pas si vous y arrivez. Moi, je l'ai épinglé. Il y a des personnes qui arrivent à la voir, l'ont épinglé. Est-ce que vous pouvez l'épingler? Peut-être quelqu'un d'autre pourra prendre le relève pour vous aider là-dessus. Mais il y a une action en fait à faire en tant que participant pour s'assurer que sa vidéo reste plutôt que la mienne. OK. Donc, du coup, les rapports de pouvoir sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus fixes. Beaucoup plus fluides que la manière dont, en tant que société, on l'aborde comme fixe. Et une deuxième chose qui a été écrémée, c'est le fait qu'il y a un appel à l'action. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous devez analyser les rapports de pouvoir pour les comprendre de manière holistique et entière pour pouvoir les détruire. Donc, en gros, ce n'est pas juste analyser pour le fait d'analyser et les comprendre, c'est analyser pour pouvoir développer un plan d'action qui permette de les renverser, qui permette de mener une révolution. D'accord? Et ça, c'est complètement ça souvent. Lorsqu'on voit le terme intersectionnalité dans les appels des gouvernements utilisés par tous les médias du monde, il n'y a jamais appel à l'action, révolution. C'est le premier truc qui disparaît. Alors que c'est très important dans ce concept-là. Et comme je disais, donc c'est un concept très important. C'est à la fois une théorie, un outil que Kimberlé Crenshaw va donc populariser, notamment grâce à son TED Talk dans les années 2005-2007. Je me souviens plus exactement la date. Mais les idées forces qu'il y a derrière l'intersectionnalité, cette conception des rapports de pouvoir comme n'étant pas fixes mais fluides et pouvant être bien plus compris si on parle des vécus des femmes noires, elle est présente, ces idées fortes sont présentes bien avant les travaux de Kimberlé Crenshaw. Ils sont présents dans les travaux de certaines activistes militantes noires, lesbiennes, queer, de certains tests que l'on voit, des thèses de théoriciennes du Sud aux États-Unis, en France, les sœurs Nardal. Donc, c'est vraiment des idées forces qui existent depuis bien avant les travaux de Kimberlé Crenshaw. Donc, même au niveau de si on reste, par exemple, dans le corpus du black feminism, parce que c'est l'impérialisme. Je vous ai perdu. Ah, voilà. Si on reste, je vais partager l'écran. Tac.
Si on reste dans le corpus du Black Feminism, qui est un peu le corpus le plus facile à avoir parce que impérialisme des États-Unis oblige, c'est quand même le corpus qui s'est le plus répandu, on va dire. On peut citer ne serait-ce que The Combahee River Collective. The Combahee River Collective, c'est quand même un collectif de femmes, majoritairement femmes noires lesbiennes, lesbiennes queer, qui a notamment écrit une déclaration pour laquelle elles sont très célèbres en 1977, donc 20 ans avant l'écrit de Kimberlé Crenshaw, où c'est également un appel à action. Donc, comme j'ai dit, il y a toujours appel à action derrière la théorie, et qui vont dire, c'est le premier texte où on retrouve l'idée de identity politics. Donc, politique identitaire. Et encore une fois, quand elles disent politique identitaire, elles ne parlent pas d'identité fixe. Elles disent il faut partir de nos vécus matériels pour comprendre la société. Il faut partir de nos vécus matériels pour comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de race, quand on parle de classe, quand on parle de genre. Donc, elles vont pousser en fait la réflexion beaucoup plus loin que dont on parlait lorsqu'on parle par exemple de ces rapports de pouvoir, en disant si vous voulez vraiment les comprendre, regardez la manière dont on vit, regardez les violences que l'on subit, et là, vous aurez une vision beaucoup plus riche de ces catégories qui sont finalement pas du tout des catégories fixes. Et j'ai mis leur déclaration, mais elles n'ont pas seulement fait de la déclaration, ce sont des activistes. Hein, le Combahee River Collective, notamment, elles ont pris la parole par rapport aux 12 femmes noires. Elles ont organisé des marches, elles ont attiré l'attention autour des 12 femmes noires qui avaient été assassinées, qui étaient assassinées en fait dans l'indifférence générale en 1979. En quelques mois, on retrouve 12 femmes noires victimes de meurtre en série, en fait. Hein. C'était le modus operandi d'un meurtrier en série. Et donc, elles attirent l'attention, elles font des marches. Petite anecdote, elles organisent une marche pour attirer l'attention sur ces meurtres et les seules personnes qui ont le droit de prendre la parole à la marche, ce sont des hommes noirs. Et les hommes noirs vont dire que ces meurtres sont motivés par le racisme. Et elles vont littéralement exploser à une telle compréhension, à une telle explication très simpliste de ces meurtres en disant, parce qu'ils vont dire c'est à cause du racisme, les femmes noires doivent rester à la maison, doivent rester sous la protection des hommes noirs. Et donc elles vont produire, elles vont écrire et attirer l'attention pour dire mais pas du tout, elles ont été tuées parce qu'elles sont noires et parce que ce sont des femmes et vous ne pouvez pas considérer qu'elles auraient été sauvées si elles n'avaient pas été noires, vous ne pouvez pas considérer qu'elles auraient été sauvées si elles étaient sous la protection d'hommes. On ne peut pas dépendre juste de la protection du patriarcat. Enfin, elles vont avoir une compréhension très fine, notamment, de la politique sexuelle au sein de la communauté, ce qui est une idée radicale également, de penser à analyser la politique sexuelle au sein notamment de la communauté noire et du mouvement militant noir. Donc ça aussi, c'est une idée très radicale. Je m'éloigne, désolée, je parle beaucoup. Donc, on essaye de revenir là-dessus. Donc, intersectionnalité existait déjà dans les écrits du Combahee River. Existait déjà dans les écrits de Frances Beale quand elle parle de double jeopardy, qui va être traduit par double mise en danger dans les années 60-70, existait déjà dans le discours de Sojourner Truth, qui va faire un discours pour interroger suis-je une femme dans la manière dont vous considérez les femmes. Clairement, en tant que femme noire, j'en suis exclue. Donc, on retrouve ces idées forces de l'intersectionnalité beaucoup plus riches, développées bien avant les écrits de Kimberlé Crenshaw. Tout mon respect pour le travail de Kimberlé Crenshaw, je ne tiens pas à dire que je la déteste, c'est juste qu'il faut remettre les choses en contexte. Autre chose du coup, qui est très importante lorsqu'on veut comprendre la pensée féministe noire, si on parle du coup de l'intersectionnalité, il y a aussi l'importance du savoir situer. Donc, le savoir situer, c'est également un concept très important au sein de la pensée féministe noire. Pour comprendre le savoir situer, ça part de... c'est une critique très importante, c'est un tournant radical en fait de l'approche de l'épistémologie, donc de l'approche de la production de savoir. En gros, ce que la pensée féministe noire dit, lorsqu'elle dit on peut partir de nos vécus, c'est de dire nous avons toutes et tous une position au sein de la société. Et lorsqu'on produit,
on produit à partir de cette position. Et reconnaître que cette position n'existe pas et qu'elle n'a pas un impact sur votre production de savoir est faux. Et en soi, ça a l'air encore une fois très basique, mais c'est révolutionnaire au moment où on apporte cette idée. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que dans l'Occident, l'Occident a développé ce que Sandra Harding a appelé the trick of God, donc l'astuce de Dieu. Donc, c'est-à-dire cette idée que l'homme blanc, cisgenre, produit à partir le milieu occidental s'est inventé, s'est auto-persuadé qu'ils étaient capables de produire de manière omnipotente, omniprésente, donc c'est-à-dire voit tout, comprend tout, est capable d'être partout sans être impacté par son environnement. Donc, c'est pour ça qu'elle parle de l'astuce de Dieu, d'accord? Elle dit ça, c'est littéralement, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, omnipotent, omniprésent, mais séparé de son environnement, donc non impacté par son environnement. La fameuse objectivité et compréhension du monde entier. Et elles arrivent et elles disent, mais vous n'êtes pas Dieu, d'accord? Vous produisez forcément à partir d'une position, vous êtes modelé par la société, vous êtes modelé par votre âge, votre race, votre classe, la manière dont vous avez été élevé, la langue, votre langue maternelle, etc., etc. Il y a énormément de choses, vous êtes le produit d'énormément de choses. Et tout cela, tout ce modèle va avoir un impact sur votre manière de produire du savoir. Et non seulement, donc, elles apportent cette critique, mais en plus, elles disent, et il va falloir que vous vous décentriez, il va falloir que vous descendiez de votre position de Dieu Tout-Puissant, parce que le fait de vous positionner comme omnipotent, omniprésent et non impacté, et donc l'idée que votre savoir serait objectif, parce que vous êtes détaché de votre sujet, soi-disant détaché de votre sujet d'étude, c'est une manière également d'invisibiliser et de décrédibiliser tous les autres savoirs. Donc, non seulement vous inventez une position qui est impossible, mais en plus, vous l'utilisez pour créer une hiérarchie des savoirs. Donc, faire croire que votre savoir est plus important que le nôtre, parce qu'on produit sur nos vécus. Donc, en gros, c'est radical en soi, parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Maldonado qui va littéralement dire c'est le tournant épistémologique des damnés. Les damnés prennent de la... Je pense qu'il faisait référence à Frantz Fanon lorsqu'il a dit les damnés, mais ne me citez pas là-dessus. Mais il dit en gros ceux qu'on ne veut jamais entendre, qui n'ont jamais le droit de parler, qui n'ont jamais le droit de produire, tout d'un coup exigent qu'on les écoute, mais non seulement exigent qu'on les écoute, mais remettent à leur place ceux qui sont constamment en train de parler. Donc, c'est en soi révolutionnaire. Et en gros, il faut vraiment comprendre que c'est une remise en question de toute cette production, parce que, par exemple, moi, je suis en sociologie. La sociologie caricature, mais la sociologie, c'est la manière dont la matière s'est développée. C'est les riches qui écrivaient sur les pauvres. On s'entend, c'est des personnes de classe aisée qui allaient étudier la classe ouvrière, le prolétariat et qui se faisaient carrière là-dessus. C'est la caricature, mais à peine. C'est comme ça que s'est développée la sociologie. Et ce sont des personnes qui sont persuadées que depuis leur position de classe aisée, elles étaient capables de comprendre la condition du prolétariat. Elles étaient capables de comprendre la pauvreté, les difficultés matérielles, etc. Et en gros, elles disent, c'est pas qu'on vous dit que vous n'avez pas le droit d'étudier le prolétariat depuis cette position-là, c'est pas ça. On vous dit pas qu'il y a que les Noirs qui pourraient étudier que les Noirs, que les personnes qui ont vécu en situation d'itinérance qui peuvent étudier les situations d'itinérance au Québec. En France, c'est les personnes qui sont sans domicile fixe. D'accord? Donc, on ne dit pas que chaque personne doit étudier son groupe. Ce que l'on dit, c'est que chaque personne va produire une vérité spécifique qui est la sienne. Et il faut reconnaître les limites de cette vérité. Donc, en gros, lorsqu'une personne issue des classes aisées veut étudier la situation d'itinérance, ce qu'il va produire, c'est un portrait de la situation d'itinérance tel que compris par une personne en milieu de classe aisée, qui est un savoir en soi que l'on peut ou pas considérer comme pertinent, qui a le droit d'exister selon certains critères, mais c'est un savoir spécifique, ce n'est pas un savoir universel. Et ce qu'elles disent en remettant cette limite, c'est de considérer du coup chaque vérité
est en soi nécessaire, mais elles se valent toutes. Il n'y en a pas une qui peut être plus universelle que l'autre. C'est pas possible. Et lorsque vous refusez de prendre en compte votre biais, et pire, non seulement vous refusez de prendre en compte votre biais, mais vous utilisez soi-disant votre position comme je suis objectif, donc ma parole est plus importante que la vôtre, vous allez à l'encontre de la production de savoir des autres et vous créez des discriminations en créant cette hiérarchisation du savoir. D'accord? Donc, le savoir situé est très, très important dans la pensée féministe noire. Elle exige d'avoir constamment conscience de sa position lorsque l'on produit et de constamment, il y a un va-et-vient, de constamment y revenir et d'admettre les limites de sa position. Parce qu'en admettant les limites de sa position, on laisse l'espace, l'ouverture nécessaire pour d'autres de produire également. Et donc, il y a des auteurs, par exemple, qui vont dire c'est grâce à la production de tous ces points de vue qu'on finit par avoir véritablement une vérité générale, parce qu'on a toutes les vérités qui s'agencent. C'est ça? Oui? OK. Donc ça, c'est savoir situer. Oh mon Dieu, déjà une demi-heure. OK, passons. Au-delà du savoir situé, il y a également ce qu'on appelle, très important dans les concepts de la pensée féministe noire, la corporalité du savoir. La corporalité du savoir, c'est l'idée que vous avez un vécu qui est expérientiel et qui est légitime. Donc ça encore, c'est révolutionnaire parce que ça remet encore une fois en cause toute l'ego de l'université occidentale, d'accord? Il y a vraiment cette idée que votre vécu est légitime. Ça ne dit pas que parce que vous êtes une femme noire, automatique, par exemple, je prends un exemple, la corporalité du savoir, c'est pas cette idée que vous êtes une femme noire, donc automatiquement, vous comprenez entièrement ce que signifie le racisme et le sexisme. C'est pas ça. C'est pas cette idée que vous n'avez pas à prendre le temps d'analyser ou de chercher ou d'apprendre ou connaître. Non. Mais c'est cette idée que vous avez un vécu spécifique qui est légitime et qui, de base, va vous permettre d'avoir déjà une certaine base de compréhension du racisme et du sexisme. Une légitimité, votre vécu expérientiel est légitime dans votre approche du savoir et peut être utilisé comme base de production du savoir. Et en gros, cette approche va à l'encontre de tout ce qui a permis de délégitimer justement la production de savoir de ceux et celles qu'on considère comme les minorités. Donc ça encore, c'est extraordinaire comme approche parce que c'est une approche qui finalement envoie bouler cette fameuse objectivité, mais aussi envoie bouler cette séparation entre l'esprit et le corps. Bon, là, on rentre dans la philosophie, j'essaie d'aller vraiment vite, mais en gros, ça reconnaît la légitimité du vécu expérientiel. Et ce qui est d'autant plus important, c'est que du coup, c'est quand même un savoir qui vise également à apporter une certaine guérison, en fait, à l'individu. Parce qu'on reconnaît que votre vécu a constamment été délégitimé, décrédibilisé, voire pas reconnu comme existant. En gros, ce que vous vivez est dans votre tête. Vous n'avez pas de manière de le prouver. C'est pas vrai. Tout ce qu'on a pu vous inventer pour expliquer que votre vécu n'a pas lieu d'être, n'a pas besoin d'être reconnu. Et en gros, donc c'est un savoir qui dit si, ce que tu as vécu est légitime et c'est même une source de savoir. Et en le faisant cela, on apporte aussi une manière healing, c'est très important dans l'approche de guérison parce que ça offre à l'individu et à la communauté une reconnaissance de son vécu et par la reconnaissance, on peut commencer à guérir. Parce que la première, non seulement vous souffrez, mais en plus on vous dit que votre souffrance n'existe pas, c'est un peu l'insulte ultime qui vous empêche de commencer ne serait-ce qu'à aborder votre souffrance si on vous empêche de reconnaître son existence. Donc on a quand même un savoir qui est produit par la pensée féministe noire, qui se veut aussi un outil de guérison communautaire et individuelle, qui est toujours dans l'aller-retour de tu existes, tu as vécu des choses, ces choses sont tout à fait légitimes. D'autres personnes l'ont vécu et voilà comment tu peux le comprendre et ton savoir peut apporter à ces connaissances et tu as le droit d'en parler et tu as le droit de l'étudier et tu as le droit de vouloir revendiquer de ne plus le vivre. Et donc tout ça, c'est dire que tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit, c'est aller à l'encontre d'une société qui constamment dit mais en fait, tu n'as pas le droit de parler, tais-toi. Donc c'est très important également dans les théories de la pensée féministe noire, c'est ce healing par la reconnaissance. Oh, j'ai complètement oublié mon PowerPoint. Mais en gros, on est resté beaucoup dans
peu importe. On est resté beaucoup dans le corpus américain, états-unien. Mais je vous ai dit, le black feminism, ça a été très important entre les années, ça a commencé dans les années 60, hein, très important entre les années 60 et 80, qui est en soi un temps extraordinaire hein, pour que le black feminism se développe, parce qu'on parle d'une période, c'est les émeutes de Stonewall, d'accord? Donc c'est le début de ce qui va donner la Pride, hein, aussi quelque chose qui a été dépolitisé, mais c'est aussi la période, c'est la fin, donc toutes les révolutions pour dénoncer les guerres du Vietnam, c'est le déchaînement contre les luttes, contre les luttes, notamment Black Panther, donc des droits civils des Noirs, parce qu'il y a des assassinats à l'appel, mise en prison, donc il y a un repli du mouvement. Et la floraison du black féminisme pile à cette période-là est en soi radicale et très important parce que c'est une période de dangerosité extrême de prendre la tête d'un mouvement et d'oser appeler à être reconnu. Mais c'est un mouvement qui va surtout être reconnu, entre guillemets, dans les années 60. On a des mouvements bien avant ça dans d'autres contextes nationaux. Donc, par exemple, je vous ai mis aussi des extraits. Mais on a la coordination des femmes noires. Donc ça, c'est une marche qui a été qu'on voit dans les années 80, mais elles étaient bien actives avant. J'ai mis aussi un texte, c'est la parole aux négresses de Hawa Thiam, qui était dans la création de cette fameuse coordination. Donc on a déjà des mouvements en France avec des femmes issues de l'immigration qui vont demander notamment, parce qu'on s'entend, je reste encore là-dessus avant de partir. Il y a les années 30, on a les sœurs Nardal, on a Suzanne Césaire qui sont quand même pas à la tête, mais pionnières dans le développement de la négritude et la compréhension du genre de la négritude. On a Claudia Jones en Angleterre, à gauche de Marx, qui va pousser notamment les luttes syndicales, ok, vous prenez en compte les ouvriers, mais vous ne prenez pas en compte les femmes de ménage, vous ne prenez pas en compte les femmes noires, c'est tout un autre contexte. Donc, c'est floré. Il faut bien comprendre que lorsqu'on dit qu'il y a une période de théorisation et conceptualisation aux États-Unis dans les années 60, ça théorise aux États-Unis, ça produit, ça théorise et ça produit aussi dans le reste du monde. Hein. On a les textes des féministes du tiers-monde, beaucoup de textes en espagnol qui ont été traduits seulement quelques-uns par Jules Falquet, donc c'est très dur d'en trouver en français, mais ça produit partout. L'idée, j'ouvre une parenthèse, mais c'est très occidental et c'est très colonial de considérer qu'il y a une espèce de création qu'on peut pointer du doigt géographiquement et dire, ok, cette idée-là est née dans cet espace géographique et il n'y en avait pas ailleurs. Pas du tout. Ça théorise à fond les marrons dans le monde entier, parce que c'est les périodes de révolution, c'est les périodes d'indépendance. Les femmes noires sont dans la rue, organisent, etc. Donc, vous avez énormément une ébullition de théories et de concepts qui vont nourrir la pensée féministe noire. Comme je l'ai dit, par exemple, dans les années 30, bon. Et ce qui est important aussi, et pour revenir, ça va faire cercle, pour revenir à cette idée qu'on considère que la pensée féministe noire, c'est juste des critiques du féminisme blanc et c'est juste des critiques du patriarcat, enfin des groupes de défense des droits civiques des Noirs, c'est faux parce que ça donne l'impression que finalement, le sous-entendu de présenter la pensée féministe noire de cette manière, c'est de considérer qu'elles se sont retirées de ces mouvements pour juste se mettre dans la critique. Et là encore, c'est l'inverse de ce qui s'est passé. Elles ne se sont pas retirées, elles étaient pleinement dans ces mouvements. Elles étaient non seulement pleinement dans ces mouvements, mais ce sont elles qui faisaient en sorte de former les alliances, hein, de faire en sorte de mettre des solidarités. C'est-à-dire que c'est dans leur théorie, critique et concept qu'on retrouve l'importance notamment de la solidarité, de mettre en place des coalitions, mais aussi de la solidarité à l'international. Donc, de considérer les conditions de vie des femmes noires dans d'autres pays. Donc, de faire ces alliances transnationales. Et ce sont vraiment des apports qui, au sein des mouvements, vont pousser, non pas elles ne se retirent pas, elles apportent une richesse. Elles poussent à aller beaucoup plus loin, à se montrer beaucoup plus radicales. Elles sont à fond dans les luttes féministes. Hein. On a toutes les preuves de ces organismes qui sont dans les mouvements pour l'avortement, qui sont dans les mouvements de mettre en place des centres d'aide pour les femmes victimes de violences conjugales, tout le long des dates auxquelles vous pouvez penser qui décrivent le mouvement féministe, qui est désormais appelé mouvement féministe blanc, on en reparlera.
elles sont dedans, elles sont actives et elles apportent la critique. Elles disent, vous n'allez pas assez loin. Vous ne comprenez pas le genre. Le genre est racisé. La race est genrée. Vous ne pouvez pas faire un appel aux critiques, par exemple, de la beauté des femmes noires, de la beauté des femmes, de ce qui est considéré comme une beauté féminine, de ce qui est considéré une femme, si vous ne prenez pas en compte les femmes noires. Vous voulez critiquer la manière dont les corps des femmes sont consommés, il faut que vous preniez en compte la race. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, par exemple, ce qu'on considère comme une femme belle si vous ne prenez pas en compte ce qu'on considère comme n'étant même pas une femme. D'accord? Donc, elle pose la réflexion. Elle dit, il faut que vous preniez en compte la race, il faut que vous preniez en compte la classe. Parce que la beauté de la femme, la femme idéale, c'est une femme qui est blanche. C'est une femme qui a les cheveux lisses, c'est une femme qui a les yeux clairs, c'est une femme qui est fragile, c'est une femme qui a besoin de la protection d'un homme. C'est tout ce qu'une femme noire n'est pas. D'accord? Tout cet idéal de féminité a été construit en opposition avec des femmes racisées, des femmes noires notamment, et avec tous les stéréotypes et stigmates qu'on a associés au corps des femmes noires, à la sexualité des femmes noires, ce qui va justifier les viols des femmes noires, etc., etc. Donc elle dit, si vous voulez comprendre le genre, si vous voulez comprendre ce que c'est qu'être une femme et les dictates imposés par la société, vous devez prendre en compte la race. Et elles vont avoir les mêmes critiques au sein du mouvement des droits des luttes civiques. Donc, elles vont pousser à la richesse de la compréhension, toujours beaucoup plus loin, toujours pour être plus radical, toujours pour mettre en place des alliances. Là, ce sont les sœurs Nardal, Suzanne Césaire. Je parle souvent d'elles parce que l'importance du concept de négritude et voir comment elles ont été effacées de cette histoire me prend considérablement à la gorge. Mais j'étais obligée de montrer ça aussi pour moi aussi. L'idée de coalition est très important dans les concepts de la pensée féministe noire, d'accord? L'idée de empowerment en français, en pouvoir, on va utiliser donner du pouvoir. Ne souriez pas, c'est dur. Il y a des termes en anglais qui sont très durs à traduire en français, mais empowerment, le fait de donner du pouvoir aux personnes, non, le fait que les personnes qui n'ont pas de pouvoir s'emparent du pouvoir. Une longue phrase pour dire pouvoir, important. Les personnes qui n'en ont pas devraient en avoir. Et donc, du coup, ce concept-là, il y a vraiment l'importance de l'autodétermination. Je pense je vais terminer là-dessus pour que vous ayez le temps de poser des questions. Mais l'autodétermination est également très, très importante dans la pensée féministe noire et va être utilisée dans beaucoup d'autres concepts. Comme je l'ai dit, la richesse de la pensée féministe noire, c'est que ça touche à beaucoup, beaucoup de sujets. Mais l'idée de coalition et d'autodétermination, c'est ce va-et-vient entre pouvoir s'organiser entre nous, entre soi, pour décider de ce qui est important, pour s'offrir cette fameuse guérison, pour reconnaître nos vécus et la légitimité de nos vécus. Et donc, avoir cette autonomie qui permet de parler en notre nom, donc de ne pas laisser d'autres nous définir, parce que c'est une des premières choses qu'on nous a dérobées dès la traite négrière, en fait, dès l'esclavage, c'est notre capacité à se déterminer, à s'autodéterminer. Et donc, c'est récupérer cette autodétermination, trouver notre autonomie pour pouvoir ensuite mettre en place des alliances qui soient éthiques et responsables, c'est-à-dire être capable de dire, voilà ce que nous, on apporte sur la table, voilà ce que vous apportez sur la table et comment on peut s'entraider. Et ne pas considérer, comme ça a pu être avec le développement du féminisme et notamment du féminisme blanc, l'idée que vous parlez au nom de toutes quand en fait vous servez une minorité d'entre vous, la minorité la plus à l'aise. Le fait qu'on parle aujourd'hui de féminisme blanc, ça c'est un apport du féminisme noir, hein, on s'entend, parce que c'est exactement ce dont on a parlé, du savoir situer, l'idée de vous allez redescendre de votre universalisme, vous allez redescendre de cette idée que vous parlez au nom de toutes les femmes et assumer. On ne dit pas que c'est une mauvaise chose, on dit juste assumer le fait que vous parlez au nom des femmes blanches et d'une certaine classe. Et à partir de là, on va pouvoir avancer. On pourra faire des alliances et reconnaître, OK, vous voulez faire avancer telle lutte, on peut vous aider, mais il va falloir nous aider à avancer telle autre lutte. On va parler en pied d'égalité. Donc, c'est redescendez de votre piédestal. Il y a autre chose que je voulais ajouter et j'ai oublié. Femme blanche, nanani, coalition, groupe. Ça me reviendra probablement pendant les questions. Mais en gros, donc, la pensée féministe noire est extrêmement riche en termes de concepts, à chaque fois en termes de concepts qui donnent lieu donc, à des outils d'action. Ah oui,
le contexte national. Donc, par exemple, c'est très important aux États-Unis, mais la pensée féministe noire qui va se développer dans les Caraïbes, par exemple, va être très riche en termes d'approche de la diaspora. Donc, par exemple, l'angle de la diaspora, très important aussi en France ou en Europe. L'angle de la diaspora, on s'entend être noir en France où l'esclavage n'a pas eu lieu sur le territoire français, mais ailleurs, donc dans les colonies, qui a eu énormément de colonies, qui a eu donc du coup qui a vécu la période de décolonisation avec les demandes d'indépendance, la guerre d'Algérie, tout cela va impacter la position de femmes noires au sein de ces populations, qui est une approche qui est complètement différente du black feminism, où les États-Unis, ils ont eu l'esclavage sur leur territoire, d'accord? Donc, c'est une approche complètement différente. Donc, quand on produit, dire que le black feminism, c'est juste importer et copier-coller dans d'autres contextes nationaux, c'est complètement invisibilisé. Un travail très riche qui a été fait de personnes qui s'identifient comme femmes noires, et parfois femmes noires lesbiennes queer, et qui ont apporté des concepts extrêmement riches ou ont enrichi notre compréhension du genre, de la race, de la classe, du fait d'être dans la diaspora, du fait d'être dans un contexte national qui se prétend post-colonial. Qu'est-ce que cela signifie dans notre compréhension des rapports sociaux de pouvoir, d'être dans un tel contexte ou qui nie et refuse de regarder en face son passé colonisateur, qui a encore des colonies, parce que la France possède encore la Guadeloupe, Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, donc elle a encore a encore des colonies, des possessions, etc., etc. Donc, c'est une approche qui se rapproche, mais qui est différente. Je vais m'arrêter là pour laisser place aux questions, mais vraiment très important, théorie et outils d'appel à l'action, et qui est parfaitement illustré par les travaux d'organismes comme moi-ci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était très riche. Est-ce que tu peux enlever, je pense, ton partage d'écran? Cool. Voilà. Comme ça, je pense que les personnes peuvent voir. Ok. Donc, déjà, il y a eu déjà quelques propositions de traduction de empowerment par certaines personnes. Il y en a qui disent incapacitation ou gain de pouvoir. Voilà, en français. Voilà, je vais noter. Ouais. Donc, il y a déjà eu quelques questions qui sont tombées. Alors, une personne qui demande la traduction en français de savoir situer, je crois. Alors, en anglais, ça se dit positionality. En français, on a positionnalité, savoir situer. C'est un peu les deux expressions qui ressortent le plus. Il y a d'autres expressions, mais actuellement, il y a quand même un certain consensus autour de soit positionnalité, soit savoir situer. Donc, c'est la traduction française. D'accord, ok. Et il y a une personne qui demandait le titre d'un ouvrage. La personne a écrit Maldonado, mais je crois qu'elle a mal entendu. Oui, Maldonado qui a dit le tournant épistémologique des damnés. Je suis navrée, là tout de suite ça ne me vient pas, mais je l'enverrai. Je ne sais pas si vous aurez du coup un courriel ou page Facebook en commentaire de l'événement. Peut-être je pourrais écrire le titre, ça ira. Je le mettrai. Et je mettrai toutes les références que j'ai pu citer ou qui ont pu être sur mon PowerPoint en commentaire sur l'événement Facebook. Ok, cool. Il y a une personne qui demande, y a-t-il la notion de post-colonialité en France? Oh oui, oh là là. C'est gros sujet à débat, d'accord? Parce que, en tout cas dans le milieu académique, parce que, pardon, c'était toute la question ou j'ai répondu trop vite? Oui. La personne demande, y a-t-il la notion de post-colonialité en France? Oui, et c'est beaucoup ouvert à débat parce que, bon, la première critique qu'on peut apporter aux post-colonialités, c'est de donner cette fausse impression que la colonisation est terminée. Alors qu'on s'entend, la colonisation, c'est vraiment un système actuel qui continue, comme on l'a vu avec les rapports de pouvoir, qui s'adapte. Et donc, on est dans pas une nouvelle forme, on est dans une continuité de colonisation. Mais même sans parler de continuité par rapport aux indépendances qu'on a pu voir depuis ces dizaines d'années, on a encore des territoires qui sont
colonisé, tel que défini de base par la colonie, par le principe de colonisation. La France possède encore des colonies. Ils ont fait un tour de passe-passe pour les transformer en territoires d'outre-mer et fait en sorte donc que les territoires soient enlevés de la liste officielle des colonies telles que reconnues par le droit international, donc ce qui nous bloque en termes de demande à l'international, mais c'est toujours des colonies. Hein. La France est toujours une métropole, ça c'est très important. Ça c'est la première critique, mais c'est quand même pas une critique tant facile que soi, parce qu'en fonction ça dépend aussi de quel territoire on parle. Le corpus qui va exister par rapport, par exemple, à tout ce qui s'est passé avec l'Algérie-France, c'est tout un corpus en lien avec la colonisation qui est très différent par rapport à Caraïbes-France. D'accord? Même si ça va être les mêmes mécanismes, occupation du territoire, empêcher de parler, imposition de la langue française, imposition des institutions françaises. On voit que c'est toujours les mêmes mécanismes hein, pour mettre en place la colonisation. Reste que, comme on le reconnaît par rapport au savoir situé, et à la limite de ces savoirs-là, il y a toujours une spécificité des colonisations. Donc oui, ça existe en français, c'est pas aussi riche que dans d'autres contextes en termes de corpus. On n'en est pas au début non plus, hein, j'exagérais, je dirais qu'il y a quand même un corpus depuis les années 2000 qui est quand même assez important. Il y a un texte extraordinaire qui s'appelle, si on veut rester dans le terme du féminisme, les féministes blanches et l'Empire, les féministes et l'Empire, je mettrai en commentaire, mais qui montre comment le féminisme en France a vraiment utilisé finalement par rapport à utiliser le contexte de l'Algérie, donc des demandes d'indépendance, et à utiliser les luttes des femmes en Algérie pour obtenir du pouvoir en tant que femmes blanches en France. D'accord? Pour dire on est mieux qu'elles, regardez comment elles sont. Donc, je vais mal présenter le livre, c'est un livre très, très important, mais ça permet de comprendre également comment la colonisation, les indépendances, ce qu'on considère comme post-colonialisme a été utilisé par une branche du féminisme français pour obtenir du pouvoir en appuyant finalement sur la tête des plus marginalisés à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un ouvrage très intéressant. Si vous voulez commencer là-dessus, je le recommande. Faites-moi signe si je parle trop. Hein. Je voulais préciser avant de passer à une autre question qu'on a eu, les personnes qui avaient besoin de la LSF malheureusement n'ont pas eu accès apparemment à la vidéo. Donc la session est enregistrée puis elle sera disponible sur YouTube avec la LSF et les langues aussi d'autres langues. Je voulais préciser ça avant. Donc il y a une personne qui dit il me semble que les mouvements afroféministes qui ont été évoqués l'ont été d'un point de vue diaspora-migration ou en opposition résistance à l'autre, et donc d'un point de vue occidental, caribéen ou latino. Qu'en est-il des mouvements afro sur le continent africain? Peut-être des mouvements afroféministes, je crois. Alors, c'est vraiment une question super intéressante. C'est vrai, comme j'ai dit, le sujet est vraiment large. On ne parle pas tant de mouvements afro sur le continent africain que, en tout cas dans les textes que j'ai pu lire, que de African feminism. Donc, c'est vraiment féminisme africain. Donc, il n'y a pas tant le terme afro, c'est plus au contexte européen qui se retrouve, même si bien sûr vous aurez des exceptions. Mais les textes que j'ai pu lire qui ont pu être diffusés, c'est African feminism. Bien sûr, ça existe. C'est très riche. Malheureusement, c'est souvent dans ce qui nous arrive en termes de traduction. Et moi, je suis obligée de reconnaître ma limite dans le sens où j'ai accès qu'à ce qui est traduit en français ou en anglais. Donc, la barrière de la langue est vraiment importante dans ces enjeux-là. Donc, du coup, j'ai accès qu'à ce qui est traduit, ce qui veut dire que j'ai accès qu'à ce qui a pu être compris comme traduisible. Et ce que cela apporte comme barrière, c'est que souvent, on va prendre en compte les mouvements qui sont considérés à l'occidental comme du féminisme, d'accord? Donc vraiment, cette idée, par exemple, il y a eu tout un intérêt, c'est important, hein, de certaines luttes sont importantes sur le continent, vont être consommées par l'Europe comme une manière de valider
leur supériorité. Donc, par exemple, vous allez avoir beaucoup d'écrits sur les mariages forcés, sur l'excision. Donc ça, ce sont des sujets que l'Europe adore, hein, parce que ça leur permet de dire, regardez, ailleurs, ils sont encore en arrière par rapport à la civilisation européenne. Il faut reconnaître ce biais-là. Alors qu'il y a énormément de mouvements qui existent, qui sont beaucoup plus liés. Par exemple, il y a des mouvements de femmes qui étaient très liés qui sont très liés aux indépendances, qui sont très liés à l'anti-impérialisme. Vous ne trouverez aucune lutte indépendantiste qui a été aboutie où il n'y avait pas des femmes. Hein, et souvent des femmes à la tête. Et le fait que, est-ce qu'on va considérer ça comme du féminisme ou pas? C'est quoi la grille de lecture? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait des femmes pour que ce soit du féminisme, ou est-ce que c'est notre biais occidental de la manière dont on considère de ce qui est féministe qui fait cette lecture-là? Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, ce qui ne veut pas dire non plus que c'est un corpus qui est très riche, mais que moi, je n'ai pas accès à cause de cette barrière de la langue et de ma position au sein de l'Occident. Mais que si vous pouvez y avoir accès et de continuer à chercher sur le sujet, faites-le parce que ça existe. Je sais que ma réponse est très, peut-être un peu pas superficielle, un peu limitée, mais c'est juste que je ne veux pas prétendre à une expertise sur un enjeu que moi-même, je suis frustrée de ne pas avoir accès à ces savoirs-là. Et il y a eu aussi beaucoup d'ouvrages sur la place des femmes au sein de ces luttes qui ont été traduits, qui datent un petit peu. Je pense que dernièrement, oui, qui datent un petit peu, mais il y a eu des rééditions et republications. Donc, oui, ça existe. Et aussi, excusez-moi, pardon, je voulais juste dire, j'ai beaucoup parlé des mouvements en France, notamment 60-80 avec les femmes issues de l'immigration, mais ça a continué. C'est vrai que la présentation est très courte, mais ça a continué dans le sens où il y a des mouvements et des luttes qui sont menées par des femmes qui sont deuxième, troisième, quatrième génération, qui ne se revendiquent pas de cette immigration, qui se revendiquent comme françaises, noires, et qui ont des revendications. Et dans ce cas-là, c'est plus tant l'angle diasporique que c'est l'angle de vous me forcez dans une position de diaspora alors que je suis un enfant du pays. Vous me voyez constamment, vous me renvoyez à cette position d'étranger parce que vous refusez de reconnaître qu'on a fait partie de la construction de ce pays. Et c'est un sujet de revendication également particulièrement important qui pousse à interroger sur qui c'est qui fait partie du corps national. Comment est-ce qu'on représente ce corps national? Le corps national, il faut qu'il ait une limite, il faut qu'il ait des frontières. Et cette frontière, c'est forcément face à l'autre. Et l'autre, c'est qui? L'autre, apparemment, c'est moi. Je suis l'ennemi de l'intérieur. Mais ma carte d'identité, elle est française. Hein. Donc, etc., etc. Mais ça, c'est un sujet encore plus large. Mais c'est pour montrer comment c'est pas des luttes qui sont menées que par des personnes qui sont issues de la première vague d'immigration, pas du tout. Mais ces luttes-là ont été menées et elles sont importantes. Il y a une personne qui demande, vous avez souligné l'aspect pratique de la pensée féministe noire. Est-ce que c'était pour marquer le fait que ce n'est pas le cas du féminisme blanc et bourgeois? Oui, attendez. Non, dans le sens où le féminisme blanc a offert certains outils. Je peux pas le nier. C'est sûr. C'est plus tant une critique que je reconnais par rapport à. Il y a le féminisme qui a été mené en termes de lutte active sur le terrain, et puis il y a celui qui s'est introduit dans le milieu académique. D'accord? À partir du moment où ce qui est dans la rue entre dans l'académie, il y a comme une transformation. Qu'est-ce qui va entrer dans l'académie? Qu'est-ce qui va rester à l'extérieur? À partir du moment, là, j'ai beaucoup de critiques en termes de l'académie, j'y suis depuis très longtemps. On sent la frustration. À partir du moment où ça rentre dans l'académie, il y a comme une espèce de, il faut que ce soit polish, il faut que ce soit poli, et il faut que ce soit techniquement, il faut que ça démontre cette objectivité. Et donc, la mythologie qui va entrer autour de certains concepts au sein de l'académie, c'est systématiquement une mythologie qui est complètement évacuée de l'action pratique, ou qui va juste être, c'est une action qui a été mise en place et on n'a plus besoin de le mettre en place. Et donc, il y a cette espèce de dédouanement du milieu académique quant à leur responsabilité de mener des actions. C'est plus une critique envers ça. Parce que du coup, actuellement, ce qu'on voit, c'est que
ce qui s'est passé avec le féminisme blanc est en train de se passer avec la pensée féministe noire. On a de plus en plus de cours au sein de l'université. Il y en a beaucoup plus dans les Amériques et notamment en Amérique du Nord qu'il y en a en France. Et j'ai quitté la France il y a quand même 4 ans, donc je ne saurais pas dire si à l'université française, on a enfin des cours entièrement dédiés à la pensée féministe noire, par exemple. Mais ce qui se passe dans les Amériques actuellement, c'est que c'est des théories et des concepts qui rentrent dans l'académie et qui sont en train d'être évacués de leur dimension de l'action. Et non seulement c'est évacué de la dimension de l'action, mais du coup, ça va être figé, fixe, et quelque part, ça retire des outils aux activistes militants et militantes qui se retrouvent face à des concepts qui n'ont plus rien à voir avec leur vécu, qui n'ont plus rien à voir avec leur manière d'agir et qui sont obligés d'être constamment dans la création d'autres outils et d'autres théories parce qu'on est constamment en train de leur pomper leur concept. J'ai vraiment beaucoup de mal avec cette obsession de l'académie de prétendre ne pas prendre parti, de ne pas avoir de compte à rendre, notamment avec parfois ne serait-ce que leur cercle d'études. Moi, je ne fais que produire, je ne prends pas en compte. Oui, mais il faut participer au statu quo. Donc, vous prenez part. En refusant de prendre part, vous maintenez en place des rapports de pouvoir. Donc, vous prenez part. C'est juste que vous avez choisi la position des dominants. Enfin, c'était plus dans cette critique-là, de faire attention. On souhaite que nos savoirs soient enseignés, et c'est important parce que ça nous permet de laisser des traces, d'être crédités, de reconnaître qu'on a produit et donc qu'on est des êtres qui sont capables de produire, qui sont capables d'avoir du savoir. Parce que ça aussi, ça nous a été dérobé par le colonialisme. On a cette impression que l'histoire noire, elle a débuté avec l'arrivée des colons. Mais enfin, avant les colons, il y avait des empires extraordinaires, il y avait des universités, on a produit du savoir. La colonisation a détruit ce savoir et a créé cette idée que nous sommes des êtres qui ne produisons pas de savoir. Donc, je peux comprendre l'importance, la revendication de vouloir dire on produit du savoir et on veut que ce savoir soit reconnu comme méritant d'être enseigné. Mais attention, parce que lorsqu'on rentre dans ce milieu, très souvent, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est ce savoir va devenir juste quelque chose que l'on enseigne comme théorie et pas pousser à l'action et à la pratique et à reconnaître, non, non, ce sont des militantes. Et si vous voulez utiliser cette théorie, pensez déjà à comment vous allez l'appliquer et comment vous allez mettre vos fesses dehors pour travailler. Très longue réponse, mais c'est ça, en fait, surtout, que je voulais dire. Répéter aussi la question parce que je crois qu'elle n'a pas été comprise ou entendue. C'était quand tu as souligné donc l'aspect pratique de la pensée féministe noire, est-ce que c'était pour marquer le fait que ce n'est pas le cas du féminisme blanc bourgeois? Et donc c'est ce à quoi Jade vient de répondre. Il y a une autre question: sous quel angle les féministes africaines construisent la critique du fémo-nationalisme? Auriez-vous des références à nous donner? Merci. J'ai quelques références. Enfin, j'en ai dans mon Zotero, donc je pourrais vous le mettre. Là encore, c'est vraiment pas mon sujet d'expertise. Je sais que en cours, j'ai lu des textes là-dessus qui montraient comment il va y avoir beaucoup une critique de l'utilisation. C'est très, très large. En fait, ça dépend aussi du contexte. Parce qu'on dit l'Afrique, mais il y a vraiment beaucoup de contextes nationaux. Donc, en fonction de si vous parlez, par exemple, Algérie, Sénégal, Afrique du Sud, c'est vraiment très, très différent. Donc, je ne peux pas avoir une réponse qui permette d'englober tout le continent parce que ça dépend aussi de quel contexte national. Ça dépend des indépendances qui s'y sont menées. Ça dépend du coup de quelles colonisations qui ont été subies. Ça dépend aussi forcément de l'approche qui est faite d'être noir parce qu'on s'entend femme noire en Afrique du Nord, c'est une totale autre dimension d'existence par rapport à d'autres contextes. Donc, il faut reconnaître l'importance de tout ce que demande la question, en gros, c'est ce que je voulais dire. Il y a eu des textes que j'ai pu lire par rapport à des contextes bien spécifiques nationaux où il va y avoir des prises de parole et de décision où, par exemple, il va y avoir une lutte menée notamment par les femmes dans le contexte du nationalisme où il va y avoir une véritable
trahison. En fait, ça va être une lutte qui va être menée pour mener l'indépendance. Puis une fois l'indépendance admise, il y a une véritable trahison qui est faite envers ces femmes. Et donc, il y a toute une lutte qui est reconnue pour montrer comment le genre va être utilisé pour renforcer une certaine compréhension nationale qui se fait un certain patriarcat, en fait, finalement, qui se fait et qui va trahir la cause des femmes et donc trahir leur position au sein de ce contexte national. Donc, là encore, c'est toute une autre question, tout comme il va y avoir des luttes qui vont être menées où l'idée n'est pas tant, on a notre dépendance, on n'a jamais subi la colonisation et tout, mais on va avoir des luttes qui sont menées par rapport à la position des femmes au sein de la famille. Donc cette idée de, c'est pas tant, il n'y a pas cette idée de séparatisme avec hommes noirs, etc., qui est très spécifique à l'Occident et par exemple à l'Europe. Ça va plus être une question de revendication de pouvoir au sein de la famille, de revendication de pouvoir également au sein de l'organisation, par exemple, du village, de l'organisation sociétale de leur contexte. Et donc, ces revendications-là vont être menées bien spécifiquement à leur lutte. Je suis vraiment désolée, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce serait de donner une image fausse de tout le continent. Et ce serait vraiment trop superficiel en fait, ou trop expéditif. Mais je peux vous mettre les références de tous ces textes-là dans les commentaires. Une personne qui demande qu'est-ce que tu penses du terme écoféminisme qui est très utilisé aujourd'hui? Oui, alors, moi, il faut savoir que je réside au Canada et au Québec, qui a une histoire extraordinairement sanglante et violente envers les communautés autochtones, qui continue de lutter en fait contre la violence de l'existence du Canada. Donc ça aussi, c'est une réflexion à avoir lorsqu'on migre ici. Donc sa position par rapport au fait que je suis actuellement sur un territoire occupé. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très présent et qui est spécifique au Québec et au Canada. Montréal, c'est Tiohtià:ke, et donc c'est un territoire qui n'a jamais été cédé. Donc techniquement, je renforce une position coloniale. Désolée, ça a l'air d'être une grosse introduction, mais je m'en viens. Et donc, les luttes menées par les communautés autochtones, ce qui s'est passé actuellement ici, c'est qu'il y a eu cette espèce de boom d'intérêt autour des luttes écologiques, et notamment le fameux terme écoféminisme, qui a complètement mis de côté les apports, la présence et les résistances des communautés autochtones. Ce qui est important, si vous voulez parler écoféminisme, intéressez-vous à des textes qui vont centrer les femmes des communautés autochtones. Intéressez-vous à des textes qui vont centrer les communautés autochtones, et il y a un très bon ouvrage qui vient de sortir, je vous mettrai la référence, pour vous montrer de quoi on parle quand on parle écocide et qui en sont premières victimes. C'est intéressant le terme écoféminisme parce que ça permet de montrer que lorsqu'on parle de désastre écologique, lorsqu'on parle de mouvements de lutte autour de l'environnement, il y a le mouvement complètement bobo, complètement décalé de la réalité. Il faut sauver terre, mère nature, mais en empêchant de faire des pailles, ce genre de choses. Ça, il y a une chose. Après, si on regarde qui sont les populations les premières touchées par les désastres écologiques, ce sont les communautés noires, les communautés racisées, donc les communautés les plus marginalisées dans les pays, ce sont les communautés autochtones. Paradoxalement, ce sont les communautés autochtones qui sont les plus touchées par les désastres écologiques et le capitalisme et notre manque de respect envers l'environnement. Ce sont aussi les communautés autochtones qui ont les meilleurs systèmes, qui ont permis d'avoir le moins d'impact sur faune et flore. C'est-à-dire que si vous regardez sur une carte du monde, les contextes où la faune et la flore est resté le plus diversifié, c'est-à-dire les plus respectés en termes d'équilibre, ce sont les territoires où les communautés autochtones ont encore leur autonomie, où ont leur indépendance, donc ont pu résister au capitalisme et occidental. Donc, il y a toute une lutte qui est menée en termes d'écoféminisme par des femmes issues de communautés qui sont les premières touchées. Et donc, du coup, lorsque on parle écoféminisme, c'est intéressant, mais ça m'intéresse que si on va centrer les femmes de ces communautés-là. Sinon, c'est encore une fois un mouvement bobo qui ne m'intéresse pas. Vous voulez parler environnement, on va parler capitalisme. On peut littéralement pas séparer les deux. Vous voulez parler capitalisme, on va parler racisme. On peut littéralement pas séparer les deux.
Et dans ce cas-là, on va avoir une approche qui est holistique. On va avoir une approche qui est, OK, de quoi on parle lorsqu'on veut lutter contre les désastres environnementaux? Ben, on va lutter contre des entreprises comme Total qui envoient donc des cargos entiers et qui provoquent des désastres environnementaux extraordinaires. Et ces désastres-là, ils sont provoqués parce qu'ils emploient, ils font passer par les endroits où ils vont devoir payer le moins. Donc, ils emploient des populations les plus marginalisées, les moins protégées par leur gouvernement en termes de sécurité environnementale. Donc, il y a tout un embranchement de ces positions-là qui est très importante si on veut parler d'écologie. Est-ce que... Okay. Oui. Je mettrai le livre, très intéressant. Il y a une question, c'est auriez-vous des actions qui sont passées de la théorie à la pratique et des actions restant encore à mener que vous estimez prioritaires? Je pense des actions au niveau de la lutte, je pense à féministe, je pense. Les actions qui sont passées de la théorie à... La personne peut demander. Des actions qui... On serait d'abord venu avec la théorie et après on aurait pensé... C'est une bonne question. Ben, en général, je pense que des actions partent d'une théorie, en fait, et après on va à la pratique, je pense. Et la personne demande si des actions restent encore à mener et que vous estimez prioritaires. Peut-être les actions politiques qui te semblent prioritaires. Mais je ne sais pas si tu vois à peu près ce que la personne peut demander par ça. C'est dur de trouver prioritaire parce que automatiquement, on pense à une espèce de hiérarchie. Oui, c'est ça. Où si on fait cette action-là, ça sera déjà beaucoup mieux. J'ai tendance à penser que l'action holistique est toujours la plus importante. Et donc, du coup, il faut juste partir du principe que, OK, moi, dans mon... Ah, pardon. L'action holistique, c'est quoi, par exemple? Ah oui, holistique, c'est vraiment cette idée de englober tous les angles. D'accord? Il y a une approche moniste, on prend juste un angle mono, un seul. Holistique, sinon, il faut comprendre globalement. Donc, c'est une approche globale. Mais si tu reconnais les limites de ta propre action et en quoi tu peux être... Tout le monde n'est pas fait pour être leader d'un mouvement. Tout le monde n'est pas fait pour passer dans les médias. Tout le monde n'est pas fait pour organiser. Tout le monde n'a pas le... Donc, trouver la chose dans laquelle tu es doué. La chose où tu sais que tu peux être efficace et apporter cela à un groupe. Mais en termes d'action que je trouve très importante, il y a j'ai deux réponses qui me viennent en tête. Donc, je vais vous donner les deux. Actuellement, on parle beaucoup de defund the police. Défendre en français? Oui, abolition de la police, je crois. Abolition de la police. En ce moment, on parle beaucoup d'abolition de la police et abolir l'état carcéral. Je ne pense pas que ce soit l'action comme c'est la seule sur laquelle mais je trouve que c'est très important d'avoir enfin ce discours de manière ouverte et de comprendre de quoi on parle par rapport à ce sujet-là. Donc, en ce moment, j'avoue que je suis très excitée que ce soit le sujet qui soit discuté, qui apporte autant d'actions. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'une action paraît plus prioritaire qu'il faut forcément s'y engouffrer et donner toute son énergie parce que malheureusement, sinon, on est tout le temps dans la réaction de qu'est-ce qui fait le buzz, qu'est-ce qui fait les médias. Il y a énormément d'actions écologie, on vient d'en parler, par exemple, c'est tout aussi important, finalement, que défendre de police, tout est lié. Donc, du coup, ce que je trouve intéressant dans l'approche de chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, c'est de reconnaître également que tous les agendas ne sont pas les mêmes, accepter que tous les agendas ne sont pas les mêmes, et c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et une des choses dans lesquelles je trouve qu'on perd beaucoup d'énergie, c'est lorsqu'on décide que son agenda est prioritaire par rapport à tous les autres. Parce qu'à partir du moment où on considère que son agenda est prioritaire, on perd énormément d'énergie à se disputer à droite, à gauche, sur des personnes qui mettent leur énergie sur d'autres agendas. En disant, oui, mais tu perds ton temps, c'est pas important, tu devrais me rejoindre dans ma lutte. Ça, c'est une approche que je trouve complètement contre-productive. Qu'est-ce qui est important à ce moment-là pour vous dans votre vécu matériel? Qu'est-ce qui peut faire en sorte de renverser un minimum la vapeur de vos discriminations? Qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de vos capacités, de votre temps, de votre énergie et votre santé mentale
et engouffrez-vous là-dedans et faites confiance au reste de votre communauté pour s'occuper des autres actions en même temps. Et je pense que l'approche globale, holistique, politique doit être le point de vue. Mais après, c'est idéal. Je sais que je suis en train de décrire l'utopie. C'est très dur de ne pas tomber dans l'utopie lorsqu'on est dans des mouvements de lutte parce qu'on cherche à mettre en place une société que techniquement on n'a jamais eue. Donc on est obligé de tomber dans le rêve, on est obligé de tomber dans l'idéal et de se dire ok, je travaille vers cet idéal, je sais que c'est une utopie, je le reconnais, je suis la première à le reconnaître, mais c'est ce qui est. Il faut y croire, sinon autant tomber dans l'afro-pessimisme, et ça je peux pas. Ça, l'afro-pessimisme, c'est le courant qui me désespère. Je peux pas. Beaucoup de choses, j'ose à dire sur la propriété. J'ai fait beaucoup de recherches dernièrement sur ça d'ailleurs. J'ai fait une erreur en disant que defund the police, c'est la traduction en français, c'est abolition de la police. On m'a repris, on m'a dit c'est defund the police, ça veut dire c'est changer le financement de la police, réduire les financements. Donc réduire les financements pour la police et pour l'armée, quoi, en gros. Et redistribuer ces financements peut-être voilà, vers des actions sociales. Voilà. La redistribution de ces ressources, voilà. Je trouve c'est déjà un premier pas extraordinaire parce que ça nous force à imaginer, parce qu'on s'entend, la police, c'est très récent, hein, c'est une invention du 18e, 19e siècle, on pourrait faire un cours là-dessus. Mais en gros, ça nous oblige à imaginer une société où on n'a pas de police. Donc, ça nous oblige à mettre en place une société où on peut faire appel à des personnes qui viennent aider en cas de crise pour la santé mentale, faire des personnes qui sont des intervenants de désescaliser. Le conflit à monter, il faut être au Québec, ça me perturbe. Il faut désescalader, c'est ça? Diminuer, je sais pas. Diminuer le conflit. Des personnes qui, leur spécificité, c'est d'arriver lorsqu'il y a des conflits et d'aider à désescalader. On va diminuer le conflit. Penser à des centres de ressources spécifiquement pour les personnes qui sont en situation de violence et donc qui peuvent tout de suite intervenir pour aider. Il y a tellement de choses qu'on pourra mettre en place avec les ressources énormes que siphonne la police que ça devient un premier pas vers l'utopie. Je m'arrête là. Mais c'était... Alors, alors, il y a une personne qui demande comment la pensée des féministes... Alors, je vais peut-être prendre cette question-là. Attends. Bon, je vais reprendre. Comment la pensée des féministes noires dans le contexte français appréhende la question des étudiantes noires d'origine africaine au-delà de leurs conditions d'étrangeté et ses conséquences? Je ne sais pas si tu peux répondre. C'est très spécifique comme question par rapport aux étudiantes noires étrangères, parce que oui, ça touche à l'immigration, ça touche aussi à la classe, dans le sens où on a très souvent une image de l'immigration qui est associée à la pauvreté et au misérabilisme, alors qu'en fait, en vrai, la grosse majorité des personnes qui migrent sont les personnes qui ont les moyens, hein, on s'entend. Les personnes qui viennent pour, étant donné l'argent que ça demande pour venir en France lorsque vous avez un passeport, par exemple, sénégalais, mon père vient du Sénégal, je donne l'anecdote, lorsque j'ai fait la demande pour venir étudier au Canada, je remplissais le formulaire, lorsque j'ai mis passeport de ma mère français, il y avait une certaine somme que je devais avoir sur mon compte en banque, qui était tout à fait, qui était abordable, qui était acceptable. Lorsque j'ai mis mon père à le passeport, est né à Dakar, la page s'est mise à jour et la somme a triplé. C'était énorme, la somme qu'on me demandait d'avoir. Puis lorsque j'ai mis que mon passeport était français, ça s'est remis à jour. Ça, c'est juste pour vous donner une petite... remettre en question le fait que lorsqu'on pense étudiants issus du continent, on pense automatiquement pauvreté, alors que non, souvent ce sont les étudiants issus d'une certaine bourgeoisie, pas tous, bien sûr, je ne dis pas que c'est tous, mais donc il y a les enjeux de classe. Il y a les enjeux de classe, il y a les enjeux de race, bien sûr, il y a les enjeux d'immigration, il y a aussi les enjeux liés
au fait, au siphon, c'est-à-dire qu'actuellement, l'Académie occidentale est en train de siphonner tout ce qui est intellectuel, l'intellectualisme issu des Amériques du Sud et issu du continent. Donc, la fuite des cerveaux, d'accord. Le Canada, champion là-dedans. Le Canada, constamment en train de faire des appels. La France aussi, championne là-dessus. Donc, ils ont les meilleurs. Comme les universités, c'est des entreprises. Hein. Donc, ils emploient les meilleurs profs pour pouvoir être sûrs d'avoir les meilleurs intellectuels. Et donc, ils récupèrent littéralement toute la jeunesse de ces continents. Et il y a certains, notamment pays au sein du continent africain, qui ont des très bonnes universités, enfin, qui ont des universités, mais qui ont un véritable problème en termes de... Les étudiants partent parce que les bibliothèques, il va y avoir 40 places pour 10 000 étudiants. Les profs, les meilleurs profs partent en Europe et ne reviennent pas. Les meilleurs étudiants partent. Et je pars ne serait-ce que dans l'océan Caraïbes, toute la jeunesse des Caraïbes part. Parce que oui, on a une université en Guadeloupe, l'Université des Antilles de la Guyane. L'offre qui est donnée par ces universités-là n'est même pas l'équivalent du tiers de ce qu'on peut avoir en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, toute la jeunesse part. Et donc, encore une fois, c'est un maintien du coup de ces pays qui sont sous la coupe de l'Occident, qui voient leur jeunesse partir et ne pas revenir, ne pas investir dans leur pays. Donc, je pense aussi, il me semble, que le féminisme noir en France va aborder ces enjeux-là également, de siphonnage des cerveaux. Donc, il y a cela. Donc, j'ai dit la diaspora, parce que c'est très large comme question, mais du coup, toute la question de ces étudiants spécifiques, ça va être également, c'est différent d'être issu de l'immigration du continent, donc dans le sens étudiant étranger qui vient en France, et être né en France. C'est-à-dire que les Français vont vous traiter exactement de la même manière, vous êtes des étrangers, enfin exactement de la même manière, vous êtes considérés comme des étrangers, mais c'est pas la même chose dans les vécus, hein, on s'entend, c'est pas du tout votre carte d'identité, etc., etc. Donc ça aussi, ça a été abordé. Oui, il y a des références là-dessus, et je pourrais vous les mettre, bien sûr, en commentaire. En fait, ça va être une longue bibliographie, mon commentaire. Ça va être une bibliographie classée, organisée, et vous allez pouvoir vous éclater. Il y a justement une personne qui demande des livres, d'une bibliographie pour approfondir les sujets, justement. Oui, tout à fait. Je vous mettrai tout ça. Et donc, pour revenir sur... tu parlais d'afroféminisme, d'afropessimisme et d'utopie. Et il y a une personne, Camille d'ailleurs, salut Camille, qui dit, que je retrouve son message. Mais qui disait que, faut pas faire. Je ne pense pas qu'il faille opposer l'utopie à l'afropessimisme. Je pense qu'il y a une continuité. Alors, je ne sais pas si tu peux revenir dessus. Et qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Tu peux préciser ce que tu disais tout à l'heure. C'est une très bonne manière de voir les choses. Je devrais les voir comme ça. Les personnes qui ne connaissent pas l'afropessimisme, c'est un courant d'écrit qui considère en gros qu'il n'y a pas de... Je vais aller très rapidement, mais en gros, il y a l'être humain, considérer qui est être humain, et pour pouvoir définir qui est être humain, un être humain, il faut l'opposer à quelque chose. Parce que pour donner une définition, il faut qu'il y ait une opposition. Et donc, ces auteurs-autrices disent, être noir, c'est être en dehors de l'humanité. Point. On ne sera jamais au sein de l'humanité parce qu'on sera toujours l'opposition à cette humanité. On sera toujours des morts vivants. On est dans la mort et on attend la mort, en gros. C'est très rapidement résumé. Mais l'idée de l'afropessimisme, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on sera toujours en dehors de l'humanité. Et il y a certains de ces auteurs qui vont quand même assez loin dans la réflexion. Ils vont dire qu'il faut arrêter de vouloir tenter d'entrer dans l'humanité parce qu'on n'y aura jamais accès. Vous pouvez lire par vous-même, bien sûr, mais il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de traductions jusqu'à présent. Moi, la première fois que j'ai lu ces textes, ça m'a profondément déprimée. Leurs arguments sont extraordinaires, bien sûr, mais
la première fois que j'ai lu ces textes, je me suis dit, OK, donc quoi? Tu arrives avec ces textes et tu te dis, ben, c'est juste ça, c'est ça. Voilà, point. Je ne peux pas rester à ça. Bien sûr, ce n'est pas tous les auteurs afro-pessimistes qui ont une telle vision aussi poussée, hein. Ce serait faire une généralité, mais c'est quand même l'argument principal de l'afro-pessimisme. Après, j'aime beaucoup ce que vient de dire, c'est Camille, c'est ça? Oui. Parce que du coup, une fois qu'on a accepté ça et qu'on ne veut pas rester dans juste cette espèce de déterminisme de mort, on ne peut que rêver à l'utopie. Donc oui, je comprends tout à fait son point de vue. Oui, 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 oui. Parce que Moi, je suis d'accord avec elle sur ce point-là. Et que l'utopie ne peut être que radicale, parce que quand tu es d'un point de vue tellement subalterne, quoi, tellement être de cette position tellement violente, quoi, et ça permet de penser une utopie, des utopies radicales, en fait, que des utopies qui peuvent être que radicales. vous devriez vous devriez débattre là-dessus. Moi, j'aime. Oui. Il y a une personne qui demande n'avez-vous pas peur de que votre propre thèse subisse les biais de l'académie? Avez-vous eu recours à des stratégies compromises? Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai toujours pas fini. Mais oui, non, il y a un vrai problème. Moi, j'ai vraiment un problème actuellement avec ma position. C'est vraiment des angoisses existentielles constantes. Parce que il y a cette question-là. Moi, ma thèse, elle est profondément ancrée dans mon vécu et mon cercle. Donc, je vous laisse imaginer toutes les fuckeries que j'ai dû subir à l'université lorsque je parle. Mais j'ai dû développer aussi des stratégies. Donc, par exemple, il y a quelque chose dont je parle ouvertement dans l'introduction de ma thèse et que je défends chaque fois que je dois présenter, c'est de dire, il y a des choses que j'ai écrites, que je trouve importantes, que je ne publierai pas, qui ne seront pas dans ma thèse. Et je le revendique parce que je considère que le public qui va avoir accès à ma thèse, en l'occurrence le jury, les profs blancs, etc., ne mérite pas ces informations. Donc, je revendique mon droit à la censure. Je revendique le droit que ces informations-là seront cachées et que je n'écrirai là-dessus que lorsque je pourrai être sûre que mon public est le public qui m'intéresse. Ce sont des femmes noires, c'est mon cercle, et dans des plateformes, des supports qui nous parlent. Donc, ça, c'est une chose que j'ai dû défendre, qui a été très, très critiquée, mais que je continue à défendre, qui a ses limites, mais que je continue à défendre. Il y a le fait aussi que j'ai dû défendre le fait de ne citer quasiment, en fait, je ne veux citer que des femmes noires, des personnes qui s'identifient comme des femmes noires. J'aimerais aussi pouvoir citer des personnes qui se considèrent comme non-binaires noires. J'en ai pas encore dans mon corpus par rapport à mon sujet, mais peut-être que je finirai par en trouver. Mais en tout cas, je refuse de citer des hommes blancs cis. Et ça m'a valu des problèmes. Donc, mais je continue à vouloir que ce soit le cas parce qu'il y a du pouvoir dans la citation, il y a du pouvoir dans créditer des idées et que c'est un pouvoir que je veux réussir à mettre dans ma thèse. Ça ne veut pas dire que je suis entièrement OK avec ce que je fais. J'ai toujours ce problème. Je pense que je passe mon temps à angoisser sur le fait que est-ce que je ne participe pas encore, de toute façon, à renforcer le pouvoir et la présence d'une institution qui est profondément anti-noire, qui est profondément contre ma communauté. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'être dans cette institution? Je ne sais pas. Est-ce que j'y suis toujours? Oui. Pourquoi? Je ne sais toujours pas. C'est des questions qui m'angoissent. C'est d'autant plus que je suis à l'Université de Montréal, donc l'UDM, et pour les personnes qui connaissent un peu les universités de Montréal, c'est l'équivalent de la Sorbonne. C'est en gros l'université la plus conservatrice de Montréal. C'est là-dedans que j'ai fait ma thèse. Donc, il y a tout un tas il y a beaucoup de questionnements. Oui, non, voilà, je suis en question. En question constante. La question de l'afro-pessimisme fait beaucoup réagir. Camille reprend aussi en disant que selon les... Justement, je pense oui, elle dit que l'humanité
tel que pensé, tel que décrit par les afro-pessimistes, c'est que en fait le concept d'humanité, on n'est pas humain selon un concept d'humanité créé par les Européens en fait, et que ça n'empêche pas que je vois ça comme une façon de dire qu'il faut arrêter de chercher la validation et la confirmation justement d'individus qui en soi ne nous voient pas comme nous on est réellement. Je ne sais pas si tu vois ce que j'ai. Oui, je comprends ce point de vue. Ça permet de repenser en fait plein de concepts, même le concept même d'humanité qui a été pensé par les Européens, même lui-même il est même pas, il est pas complet quoi, parce qu'il comprend pas tout le monde et il comprend que certaines personnes. Et donc je pense que c'est même le concept d'humanité qui est même à. Mais après, je pense qu'on sort un peu du débat de notre thème d'aujourd'hui, je pense. Mais c'est un grand chantier, quoi. On se parle avec Camille. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Mais oui. Oui, j'en rajouterai plus peut-être ailleurs, parce que comme tu as dit, voilà. Bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Là, j'en vois pas d'autres. Là, j'ai l'impression, j'ai tout pris, je pense, là. D'accord. Mais les questions étaient vraiment intéressantes. Oui, très. J'espère que ma bibliographie sera à hauteur de vos attentes. Je vais vous faire une bibliographie. Bon, par contre, il n'y aura pas forcément qu'en français, du coup. Il y aura aussi en anglais et en espagnol, mais je vais essayer au maximum de trouver en français. Il y a aussi des messages d'encouragement qui, par exemple, Audrey qui dit que ça a été une conférence extrêmement riche et intéressante. Elle a complété ses compétences lacunaires. Donc, elle te dit merci beaucoup. J'étais très stressée. Merci à elle parce que franchement, quand je suis stressée, je parle tellement vite. Donc oui, les gens te remercient beaucoup. Merci à moi aussi pour l'organisation. Ça, je trouve ça génial. Ça, c'est le genre de cours que j'aimerais avoir toutes les semaines, gratuitement, depuis chez moi. C'est très important, le depuis chez moi. Très important. Ah, il y a une question qui est tombée. Quelle est la place des métis dans l'afroféminisme? Je ne sais pas si tu peux... Très large question parce que de quoi on parle lorsqu'on parle métis? Il faut toujours faire attention à ce terme. C'est ça. Parce que, tout simplement parce qu'aussi au Canada, métis, c'est une communauté autochtone spécifique. Métis, c'est souvent, en fait, métis, c'est métissage. Mais automatiquement, lorsqu'on parle métissage, on pense blanc-noir. Il y a d'autres métissages que blanc-noir. Mais je comprends que la question, c'est souvent, OK, les personnes qui sont issues de groupes dominants et des groupes marginalisés, est-ce qu'elles font partie du mouvement? Bien sûr, après, c'est encore une fois une question très large, mais il faut faire attention également à, on aurait pu parler de, je sais que le terme privilège fait beaucoup débat. Je sais qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas le terme privilège, il y en a d'autres qui considèrent qu'il est utile. Je ne vais pas faire débat là-dessus, c'est juste qu'actuellement, il est quand même pratique pour parler de ces enjeux-là, à faute d'en avoir d'autres. Il faut penser au privilège, au fait que certaines luttes, par exemple, vont être portées par certains corps et s'interroger à pourquoi certains corps sont plus visibles ou pas par rapport à ces luttes. Donc, en l'occurrence, par exemple, les personnes métisses doivent s'interroger en fonction, parce que tu peux être métisse et ne pas du tout correspondre à l'image physique que l'on a de la métisse, qui est comme c'est stéréotypé, etc. J'avais fait toute une vidéo là-dessus, c'est très large, mais en gros, on a quand même une certaine idée du physique lorsqu'on parle métisse, ok? Qui est associée à tous les stéréotypes que l'on a par rapport à la race et par rapport à la généalogie, etc., etc. Mais en gros, il y a quand même un certain... Lorsque tu corresponds à cette image du ou de la métisse, tu vas avoir certains privilèges associés à ça. Et c'est important de se d'avoir cette position, de s'interroger sur à quel moment je
je renforce la cause, à quel moment je participe comme il se doit à la lutte et à quel moment on m'instrumentalise pour délégitimer la lutte. C'est important parce que mine de rien ou pas, certaines personnes sont plus proches de la blanchité. Elles ne bénéficient pas de tous les privilèges de la blanchité, mais elles sont plus proches de la blanchité. Et donc, du fait d'être plus proches de la blanchité, vont bénéficier de certains pouvoirs et vont parfois être instrumentalisés par cette même blanchité pour délégitimer toute critique ou reconnaissance des travaux qui ont été menés par ces luttes, par exemple les luttes antiracistes. D'accord? Donc, je vais extrêmement vite sur ce sujet-là pour dire, oui, participe aux luttes, mais encore une fois, il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion pour se demander qui, quand, pourquoi, au nom de qui parle plus que les autres, qui a plus de visibilité. Moi, je viens de Guadeloupe, c'est une société qui est extrêmement coloriste, qui est hiérarchisée par la couleur de la peau. Et j'ai, en tant que cheveux longs, curly et la peau claire, j'ai un certain privilège au sein de chez moi par rapport à ma mère qui est beaucoup plus foncée de peau, mais ma petite sœur est beaucoup plus claire de peau que moi. Ma petite sœur est encore plus claire. Donc, on voit directement la manière dont on va être traitées toutes les trois au sein de la Guadeloupe par rapport au rapport de pouvoir, par rapport au type de fonction que je peux occuper, etc. au sein de la Guadeloupe. Reste que ma position en tant que personne au sein de ce colorisme-là qui bénéficie va faire en sorte également que souvent, je vais avoir beaucoup plus de place. Je vais être beaucoup plus écoutée. On va considérer plus facilement que j'ai des choses à dire qui méritent d'être écoutées. Et donc, c'est tout un questionnement de, OK, moi, je veux m'investir dans cette lutte-là, mais est-ce que je ne prends pas la place de personnes qui, de base, on ne va pas leur offrir le micro, etc. Et je dis ça en étant celle qui parle depuis 2 heures. Donc, tout ça s'engrange. D'autant plus intéressant, c'est qu'on va constamment m'appeler métisse, et donc on va constamment me demander qui est blanc dans ma famille, parce qu'encore une fois, on tombe dans le stéréotype, personne n'est blanc dans ma famille. Mon père vient du Sénégal, mon père vient de Guadeloupe, ma mère vient de Guadeloupe. Donc, et quand je parle aux blancs, ils sont choqués. Ils disent, mais oui, mais ton père, non, mon père est Sénégal noir, ma mère Guadeloupe noire, et Afrique Antilles, puis oui, mais pourquoi t'es clair de peau? Ah, bah oui, la colonisation, il y a eu un viol quelque part dans la généalogie plus haut, et puis probablement que ça, voilà. Mais très large comme question, qui mériterait une conférence en soi, pas donnée par moi, mais qui mériterait d'être analysée. Je suis peut-être partie un peu loin par rapport à la question, mais c'est tellement important. Mais aussi, excusez-moi, pardon, mais ça, je finis, mais c'est juste, ça interroge par rapport aux stéréotypes et au genre racisé. Donc, les femmes noires, et quel type de stéréotypes, quel type de stigmates et quel type d'attente par rapport à la beauté, mais aussi par rapport aux hommes. Ça pousse, ça montre à quel point être noir n'est pas homogène. Et c'est tellement plus complexe, cette idée de blackness, est tellement complexe en fonction des contextes de colonisation et en fonction même des contextes d'indépendance et en fonction de contextes nationaux complètement divers que souvent on a des discours qui sont bien trop simplistes par rapport à l'extraordinaire largesse du sujet. Je m'arrête là. La personne d'ailleurs qui a posé cette question, elle te remercie parce qu'elle dit que la plupart des métis, et elle précise noir, blanc, ont du mal à accepter le colorisme qui touche les femmes dark skin. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai relevé toutes les questions. Si j'ai oublié, manifestez-vous. Mais je crois que c'est bon. Merci pour toutes vos questions. Elles étaient top. J'ai pris 15 minutes. Donc, les personnes attendent la bibliographie avec beaucoup d'impatience et un podcast. Ils disent que ils veulent aussi que que la conférence était très bien et qu'ils veulent un podcast. Donc, je ne sais pas si ça te donne des idées. J'ai plein de vidéos sur mon site. Comme ça, vous serez saoulés par ma voix et vous n'aurez pas envie de podcast. D'ailleurs, quels sont tes réseaux si jamais les joueurs veulent voir ton travail, continuer à te suivre pour ceux qui t'ont découvert ce soir?
J'ai fui Facebook. Je suis sur Facebook, mais en vrai, ne m'ajoutez pas sur Facebook. J'y suis plus jamais. Je suis plus sur Instagram, jade.chauvino, c'est Chovino. Moi aussi m'a partagé sur leur réseau. Normalement, Instagram, c'est là où je raconte des bêtises. Donc, c'est là où je blague. 2020 étant ce qu'il est, c'est difficile de blaguer en ce moment. Mais mes archives sont très drôles. Allez-y. Si vous voulez rigoler. Et sinon, j'ai mon site internet, jadealmeda.com, où je parle vraiment beaucoup et très, très vite. Et vous avez mes chroniques et elles sont aussi sur YouTube. Et sur YouTube, ce qui est bien, c'est que c'est sous-titré. Donc, en ce moment, il y a une partie que j'ai sous-titrée et d'autres où c'est du sous-titrage automatique. Donc, c'est pas très, très bon, c'est YouTube. Mais je suis en train de faire le sous-titrage de toutes les vidéos. Mais il y en a une soixantaine, donc ça me prend un peu de temps. Mais ça va venir. S'il y a des vidéos que vous voulez voir et qui c'est pas le bon sous-titrage, sachez que j'y travaille. Donc, voilà. Ok, merci à toi. Merci à vous. Merci encore pour l'invitation. Merci Eve et merci Marie-Julie aussi pour les questions. Avec plaisir. Donc, je crois qu'on peut clore la conférence. Donc, merci à vous d'avoir été là. Merci encore à toi, Jade, pour ce temps, pour ce partage de réflexion, de ton savoir. Merci beaucoup. Et ben, on vous donne rendez-vous du coup mercredi prochain pour le prochain Combit Afrofem qui sera du coup mercredi prochain à 18h30, 20h30 toujours. Je voulais préciser le thème, mais vous avez en tout cas les infos sur le site de Moissy, sur Twitter. Voilà, j'ai retrouvé le thème, ça va être demande d'asile et question d'immigration en Europe pour la semaine prochaine. Donc voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Bonne soirée.